Juste une petite modification. Non, je ne suis pas directeur de l'Institut du Leadership de BPI, c'est Philippe Bigard qui occupe cette fonction. Par contre, je suis responsable de la prospective et de l'innovation au sein du groupe. C'est le 3e numéro donc, que j'anime et c'est toujours avec plaisir pour et c'est le dernier numéro de cette saison. Donc effectivement, nous allons partager un moment important avec Ludovic autour d'une initiative, la Digital Leadership Insight, qui intègre notamment la Digital Academy. Mais pour cette introduction, je vous propose plutôt de prendre un tout petit peu de recul avec les événements qui se sont déroulés au cours des 10 derniers mois. Donc je fais référence notamment au premier Management Café. Je me suis amusé à regarder un petit peu quels avaient été les forums, les sources d'informations, les échanges qui se sont déroulés sur le sujet de la culture digitale. Et je me suis rendu compte qu'à la rentrée, l'information était très centralisée sur le business, sur le commerce en ligne, sur les produits et les services. Et puis petit à petit, des groupes de réflexion ont émergé autour de l'usage du digital et de la modification du rapport au travail que cela engendrait. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques débats s'ouvrent sur l'accompagnement des collaborateurs, l'intégration des programmes d'acculturation digitale au niveau des organisations. Il y a finalement très peu d'exemples de déploiement au niveau global de ce type d'approche. Donc on a eu la chance d'avoir Danone qui nous a présenté son programme Digital for All et qui a eu d'ailleurs le prix Ressources humaines et responsabilité sociale. Il y a d'autres initiatives, Orange qui va vous présenter un petit peu son approche. D'autres exemples me viennent à l'esprit qui nous permettent de confirmer qu'aujourd'hui on est sur une approche très humaine, beaucoup plus humaine qu'il y a quelques mois du digital. Alors je pense au cabinet pour lequel je travaille, BPI, donc nous avons sorti de nombreuses offres, digitalisées, amélioré des offres que nous avions, gamifié certains produits, sorti des outils qui nous permettent de définir des passerelles professionnelles. Mais on a dépassé ce cadre-là, puisqu'aujourd'hui on forme, on habilite les consultants à cette culture digitale, à la pratique, en tout cas de nos approches de conseil. Et on va beaucoup plus loin, puisqu'en ce moment on est en train de déployer des programmes d'acculturation pour l'ensemble des collaborateurs sur la base du volontariat et sur la base de l'accès à l'information. Autre exemple qui me vient plus d'un colloque qui a eu lieu le 4 juin à l'ENA autour du recrutement et de la formation à l'heure du web qui avait été organisé par l'NDRH et puis l'IAE. Quelques lignes donc, du compte-rendu qui est sorti il y a 2 jours. Donc, concernant le recrutement, sur les projets innovants ont été retenus le recrutement par les challenges en ligne et le recrutement grâce à des tweets utilisés sur des écrans dont c'est un projet qui s'est déroulé sur le secteur de la défense. La facette humaine est ressortie et finalement ce qu'il est ressorti de ces échanges, c'était que les solutions humaines restent aussi inévitables. Donc, y compris dans l'évolution de l'usage du recrutement, l'humain, en tout cas les techniques humaines et les approches sont quand même au cœur des pratiques. Concernant la formation, sur ce même séminaire, sur la facette solutions technologiques a été retenu les MOOC, les plateformes LMS, les Serious Games, mais surtout comme solution d'avenir, toutes les approches formation qui intégraient la réalité augmentée. Donc il y a eu un vote dans la salle, il y avait quand même 180 membres RH et formation, et tous ont voté à l'unanimité la réalité augmentée. Le débat ne s'est pas arrêté là, il y a également eu un échange autour de cette facette humaine qui est encore revenue, avec un vrai questionnement sur une forte valorisation qualitative du présentiel dans l'ensemble des programmes formation. Et en tant que membre du bureau du GAF, qui est l'association des responsables et des praticiens de la formation, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur les évolutions de la fonction formation et sur la façon dont les équipes vont devoir s'adapter non seulement à la culture digitale, mais également à une nouvelle donne, et je pense qu'on en parlera, qui est celle de la réforme sur la formation professionnelle.
Donc la digitalisation, c'est un prisme multifacette qui intègre les technologies, les applications, les innovations. Et aujourd'hui, un vrai débat est posé autour de la composante humaine, cette composante humaine que l'on doit accompagner pour être beaucoup plus agile, pour découvrir, et encore une fois, peut-être plus sur la base, susciter l'envie et pas subir une situation. Cette composante humaine, elle a été abordée, et en tout cas, elle commence à être déployée dans certaines organisations d'Orange. Alors Ludovic, comment le groupe a-t-il polarisé son regard sur ces sujets-là? Bon, bonjour, merci. Ah, il faut que j'appuie là-dessus. Bonjour, merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de présenter l'expérience d'Orange sur la thématique de la transformation digitale. Je pense que j'ai l'habitude de commencer comme ça, mais c'est assez vrai. Nous avons une responsabilité, puisqu'on a un discours de marque sur la révolution digitale et que nous souhaitons accompagner nos clients. Mais on sait aussi que sur ce sujet-là, le plus sûr est l'inconnu et que donc on est relativement modeste dans tout ce qu'on entreprend et surtout quand on le raconte parce qu'on voit bien qu'on se réinvente un petit peu chaque jour. Bon, ceci dit, je vais quand même répondre à la question, heureusement. Nous, on est parti du constat suivant qui est que, comme j'imagine pour tous, pour vous autres, au fond cette révolution elle provient toujours du client, en tout cas quand on est en B2C, mais c'est aussi vrai en B2B, c'est le client qui nous pousse à être plus digitaux. Et notre crainte principale chez Orange, c'était qu'au fond, seuls les collaborateurs face aux clients, en frontline, soient embarqués dans l'aventure et dans la transformation digitale. Pour nous, c'est la moitié des collaborateurs, mais ça veut donc dire que l'autre moitié aurait pu être laissée au bord du chemin de cette transformation. Et c'était évidemment inenvisageable. Voilà, c'est la première raison pour laquelle Stéphane Richard a fait le choix de confier au DRH Group un programme de transformation qui en effet vise la culture d'abord, hein. Donc il y a 3 piliers, hein, sensibiliser, former, et puis ensuite il y a toute la partie sur l'équipement et le fonctionnement. Mais c'est donc un programme qui vise à faire évoluer notre culture et qui s'adresse à tous. La difficulté de s'adresser à tous, dans un groupe de 160 000 personnes dans 30 pays en B2C et 200 en B2B, c'est que évidemment la maturité est extrêmement hétérogène et qu'il faut trouver un socle commun qui soit, comment dire, pas déceptif pour ceux qui sont très en avance et pas trop avant-gardiste pour ceux qui entrent dans cette transformation. Donc c'est ça qu'il a fallu doser, qu'on dose encore. Hein, quand on est en zone Europe, c'est à peu près homogène, mais quand on bascule sur l'Afrique, il faut réinventer notre discours digital parce qu'on voit bien qu'il est assez différent dans l'approche. Voilà, donc si je devais retenir qu'un message général, c'est celui-là. C'était l'idée que, au fond, tout le monde devait avoir les moyens de participer à cette aventure digitale et qu'il était de la responsabilité d'un employeur, comme nous, d'armer nos collaborateurs pour qu'ils puissent maîtriser l'univers digital avant que ce ne soit l'inverse. Et c'est vrai que parfois c'est déjà l'inverse, notamment sur des choses basiques comme le mail. Alors, pour faire ça, vous voulez que je détaille un peu la Digital Academy? Ah oui. Donc, pour faire ça, en fait, on a... bon, d'abord, on a fait des mécanismes de sensibilisation. Donc, on a utilisé l'enquête NetExplo auprès des managers du groupe, auprès des 20 000 managers du groupe. Donc, quand même, ça permet une première étape importante. Et puis, chez nous, ils répondent beaucoup. Donc, beaucoup ont été touchés par cette enquête, par cette étude hein, qui permet de mesurer l'appétence des managers à la question digitale. Et puis on a assez vite lancé la Digital Academy. Donc la Digital Academy, on a construit un socle autour de 3 domaines. L'impact du digital pour le groupe Orange. On s'est rendu compte d'ailleurs à ce moment-là qu'au fond, on n'avait pas suffisamment de paroles de nos dirigeants sur l'impact pour Orange. On en avait évidemment pour l'impact pour la société, pour les clients, pour la relation client. C'est un peu ce que vous disiez au début d'ailleurs.
On a beaucoup parlé de la digitalisation de la relation client, mais on avait assez peu parlé de l'interne. Donc on avait des paroles de dirigeants de chez nous, et d'ailleurs, dont d'ailleurs Muriel Pénicaud, qui était la DGRH de Danone. Et ça, c'était un premier module. Ensuite, on a pris un module qui présentait les outils digitaux du groupe, parce que comme vous le savez, on équipe les collaborateurs en différents outils, de messagerie instantanée, de communication, mais pour autant, on ne passe pas assez de temps à les former. Du coup, ils sont assez mal utilisés, comme les PC d'ailleurs, assez mal utilisés et on n'en profite pas suffisamment. Et dans ce deuxième module, on a aussi voulu mettre en avant nos innovations. Bon, bien sûr, ça c'est la spécificité de notre métier, mais nos innovations digitales, considérant qu'un collaborateur du groupe devait pouvoir présenter à quiconque un minimum de l'innovation du groupe. Et puis enfin, un troisième module sur les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, j'imagine que c'est le cas chez vous, il y a énormément d'ateliers qui se font de manière disparate ou désordonnée ou spontanée, pour le dire positivement, un peu partout. Et c'est très bien, ça montre le dynamisme. Mais ce qu'on a constaté, c'est que très souvent ces ateliers avaient une démarche très pratique, très pragmatique, consistait à expliquer la prise en main d'un réseau social comme Twitter ou comme LinkedIn. Mais en revanche, la prise de recul sur la parole d'un collaborateur du groupe sur un réseau social, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça embarque la marque, en quoi le fait de s'exprimer, même en ne signant pas qu'on est collaborateur Orange, compte tenu du relatif anonymat sur le web, il était assez facile de se rendre compte qu'en fait le collaborateur était Orange et donc d'une manière ou d'une autre, on embarquait la marque. Bon, ces sujets de prise de recul étaient au fond souvent un peu négligés et donc on a souhaité pouvoir avoir un module qui présente ça. Donc au global, c'est une vingtaine de vidéos sanctionnées chacune par un quiz et à la fin par un passeport digital réussi si on a fait 80% des quiz. Les quiz, ce n'est pas un exercice extrêmement difficile. Il faut évidemment que la dynamique fonctionne, donc on ne va pas mettre le niveau trop élevé. On est plutôt dans un modèle à l'américaine, où tout le monde a gagné à la fin, qu'un modèle à la française, où il n'y a qu'une toute petite partie qui arrive. Et encore une fois, nous, notre objectif, c'est que l'ensemble des collaborateurs, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, et son passeport digital en 2015. Voilà, donc on a lancé ça le 11 février. On est aujourd'hui, enfin hier, à un peu plus de 30% des collaborateurs qui ont réussi leur passeport, près de 70% des managers pour la France, et on est en train de le développer dans le reste du monde progressivement. La question qu'on s'est posée très vite, c'est est-ce que la dispense de cette Digital Academy, il faut la faire uniquement online? Et est-ce qu'il faut faire un MOOC? Et est-ce qu'il faut faire un exercice ludique très gamifié, voilà, en faisant appel à beaucoup de gamification. Bon. Et en fait, pour des raisons, j'allais dire, comment dire, des vraies et des mauvaises raisons, on n'a pas fait de MOOC et on a fait très peu de gamification. Alors, on n'a pas fait de MOOC, si j'étais malhonnête, je dirais uniquement parce que il nous a semblé qu'au moment où on voulait porter la question digitale et la transformation digitale interne, avoir un exercice qui bypasse le management n'était pas très intelligent. Objectivement, on avait besoin d'un temps de présentiel pour que ça fonctionne. On avait besoin de ces premiers ateliers où la parole se libère, où les deux premières questions qui arrivent systématiquement, et pas seulement par les organisations syndicales, qui sont qu'est-ce que c'est que le digital, et deuxièmement, est-ce que c'est à l'opposé de l'humain? Si ces questions-là ne sont pas abordées dans un collectif plutôt présentiel, on peut le faire aussi en virtuel, mais plutôt présentiel, alors c'est extrêmement difficile de passer à la phase d'après. Voilà. Et c'est important que le management embarque cette transformation, et après chacun vit sa vie et passe le passeport à son rythme. Donc on n'a pas fait un mécanisme uniquement online pour cette raison-là, et puis pour une autre raison qui est en fait, on ne savait pas faire un MOOC, on ne savait pas le faire en octobre dernier. Alors on aurait pu l'acheter sur le marché évidemment, mais moi je souhaitais qu'on construise des ressources en interne, voilà, que ça fasse partie de la fierté du groupe d'être capable de construire un dispositif de formation online
même si c'est 80-20, puisqu'il y a 20% de présentiel, qui se déploie sur l'ensemble du groupe et qui compte sur ses propres forces quasiment intégralement. Voilà. Et c'est quand même souvent comme ça le digital, c'est-à-dire qu'il y a des raisons, j'allais dire, intelligentes, nobles, et puis il y a des raisons très pratiques qui fait qu'on ne peut pas tout faire, et qu'à un moment il faut lancer quelque chose. Pour une maison comme la nôtre, c'est extrêmement douloureux, parce que nous, on est habitués à attendre que l'objet soit parfait pour le lancer. Bon, résultat, on le lance en retard, il n'est pas forcément parfait, mais c'est ça notre ADN. Hein. Notre ADN, c'est quand même celui du très bon élève et de la perfection. Et du coup, se forcer à lancer quelque chose qui n'est pas 100% de l'ambition est toujours difficile. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on va aussi vers la culture digitale. Donc ce module, enfin, la Digital Academy, on l'a déployé maintenant dans plusieurs pays. Et nous sommes confrontés aux difficultés classiques d'un déploiement international. Je ne parle même pas de la langue qui n'est plus un problème, mais le problème principal, c'est le flux vidéo, qui est évidemment extrêmement consommateur de bande passante. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'opérateur que nous sommes, mais en interne, on s'aperçoit que les connexions en Afrique, notamment, ne sont pas au niveau. Et que tirer des câbles ou augmenter des débits en Afrique coûte extrêmement cher et pose même la question repose la question de comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un déploiement groupe de ce type d'initiative, sachant que beaucoup de pays ne sont pas équipés de learning management system locaux, donc on ne peut pas leur envoyer le contenu et qu'ils le mettent sur leur base locale, hein, voilà, contrairement à certains pays d'Europe. Donc on est confronté dans un discours de transformation digitale, y compris sur la dimension learning, au fond à la limite capacitaire d'un groupe, fût-il un groupe de télécommunications. Mais ça va nous faire progresser énormément, parce que à ce moment-là, aujourd'hui même, on est en train de regarder les options de déploiement pour qu'on ne se reprenne pas cette même difficulté demain sur d'autres programmes de formation. Et pour tout vous dire, on se pose très sérieusement la question de savoir si en Afrique, le déploiement doit se faire sur PC ou si on ne va pas basculer directement, uniquement sur mobile, puisque bon, les clients africains, ils sont mobile only, hein, bon, évidemment. Les collaborateurs d'une grande entreprise, on peut quand même imaginer qu'ils utilisent un PC, mais quand on est sur une grande échelle, au fond, peut-être que le plus rapide, c'est de passer par le mobile. Évidemment, ça posera des questions de consommation, de l'abonnement personnel, mais on résoudra les problèmes les uns après les autres. Voilà, donc ça c'est pour le volet formation. Et puis, du coup, à cette occasion-là, on a lancé un exercice à nouveau de sensibilisation, puisque c'est rythmé dans le temps. Hein. On a différentes étapes pour que les choses fonctionnent. Et on vient de remettre nos Digital Awards. Donc, c'est un mécanisme assez classique, hein, de récompense. Simplement, cette fois-ci, on a voulu récompenser des gens qui avaient fait des choses, et non pas des gens qui avaient des idées. Ce qui est très bien d'avoir des idées, hein, mais on souhaitait mettre en avant des réalisations digitales dans le groupe qui servent le quotidien des équipes, et là aussi par une plateforme digitale. Bon, ça a été un assez grand succès. En 4 semaines, on a eu plus de 600 projets venant de 17 pays. C'est bien signe pour nous, et je vais m'arrêter là, c'est bien signe pour nous qu'il y a quand même une très forte appétence sur ces questions-là. Il y a énormément d'initiatives, énormément d'énergie, et au fond, je pense que le groupe et les collaborateurs du groupe attendaient une gouvernance. Voilà, c'est basique ce que je vais dire, mais je constate que dans un certain nombre, enfin chez mes homologues, on va dire, la question de la gouvernance met un peu de temps à se régler. Qui est le leader de cette question-là? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est le DRH Group? Est-ce que c'est le business? Est-ce que c'est le PDG? Est-ce que c'est le CDO? Bon, et du coup, évidemment, tant qu'on n'est pas d'accord là-dessus, on a du mal à avoir une approche cohérente. Je ne veux pas dire une approche normée et unique, ce n'est pas du tout l'objet dans le monde digital, mais au moins cohérente, qui porte un discours global, qui pousse les initiatives intéressantes. Voilà. Et notre chance à nous, je pense, et c'est la raison pour laquelle on a été relativement vite, compte tenu de nos habitudes de rapidité, relativement vite, c'est qu'on a clarifié très vite, très tôt la gouvernance.
pas toujours été très facile, mais on y est quand même arrivé facilement. Et du coup, le pas a été franchi. Et la deuxième chose que je voudrais dire en termes au fond de facteurs clés de succès, c'est que je constate que, évidemment, les collaborateurs, même si 50% de nos collaborateurs ont plus de 55 ans, les collaborateurs sont évidemment beaucoup plus digitaux dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Voilà. Alors, bon, il y a un aspect positif et il y a un aspect négatif. L'aspect positif, c'est qu'on peut imaginer qu'ils vont franchir le mur avec leurs habitudes et donc transformer l'entreprise comme ils ont transformé leur vie personnelle, parfois au détriment du dialogue personnel dans la maison. Mais on peut espérer qu'ils emportent ça dans l'entreprise. L'aspect parfois plus controversé, que je constate moi beaucoup plus sur les nouvelles générations, c'est qu'au fond, elles ont du mal à nous faire confiance, pas seulement à nous, hein, mais elles ont du mal à faire confiance aux grandes entreprises pour être capables de faire cette transformation digitale. Et l'enquête NetExplo le démontrait à notre grande surprise, enfin la nôtre, pas la tienne, c'est qu'au fond, là où on veut s'appuyer sur les nouvelles générations pour transformer, on s'aperçoit qu'ils nous regardent avec un petit sourire amusé en disant on veut bien prêter notre concours, mais on a quand même beaucoup de mal à croire que vous allez y arriver parce que le gap entre la manière dont nous vivons le digital et dont vous tentez de l'adopter, ça va être quand même un long chemin. Voilà. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a du positif et du négatif, en tout cas du controversé. Mais nous, on va essayer de s'appuyer là-dessus, évidemment, et on s'appuie là-dessus pour conduire cette transformation. Merci. Une question qui me vient à l'esprit, donc j'ai rencontré quelques de vos collaborateurs qui venaient d'avoir leur passeport. Sans que je leur demande, ils m'ont dit voilà, ça y est, j'ai mon passeport digital, et je leur ai dit et la suite c'est quoi? Voilà. J'ai pas toujours eu de réponse. Ils ont beaucoup appris, ils ont effectivement plus abordé ce que vous disiez, une meilleure aisance dans l'utilisation des outils, mais plutôt pour leur vie personnelle. Mais là, vous avez posé les premières bases, vous avez créé, vous avez suscité un élan. Si j'ai bien compris, vous préparez la suite. Voilà. Quelles sont les options que vous avez peut-être posées pour mesurer les impacts de ce projet, en tout cas dans les usages quotidiens dans l'entreprise? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Un peu. Non, en fait, on a demandé aux écoles métiers, donc nous avons des écoles quasiment pour chaque année métier, parce qu'on a 45 écoles métiers. On a demandé aux écoles métiers, dès septembre dernier, au moment où on commençait à poser les bases de la Digital Academy, donc du socle commun, on leur a expliqué que ce qu'on souhaitait, c'est qu'elles fassent les T, enfin les barres verticales du T, c'est-à-dire qu'elles soient capables de regarder dans leur portefeuille de formation comment le digital allait impacter les compétences de chaque métier et de produire les ressources digitales, en tout cas de concevoir les ressources digitales dont elles auront besoin pour former les collaborateurs à ces évolutions. Bon. Du coup, se pose très vite la question d'une plateforme centrale. Pour une fois, il y a un souhait de mutualisation, c'est tellement rare il faut le souligner, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir 25 plateformes pour diffuser et concevoir les ressources digitales. Du coup, c'est une évolution, et j'en dis deux mots quand même, parce que c'est une évolution phénoménale pour le métier de la formation. Il n'y a donc pas que les métiers de la relation client qui sont impactés par le digital. Tous les métiers de l'entreprise le sont. Et pour nous, le métier de la formation, pour faire simple, vous aviez un ingénieur formation qui concevait, un chef de projet qui assemblait, et puis des formateurs qui faisaient des PowerPoint et qui les présentaient dans des salles en présentiel. Bon, voilà, pour faire simple. Demain, c'est pas comme ça, enfin la Digital Academy, c'est pas comme ça qu'elle a été construite, et demain, vous le savez, c'est pas comme ça que la formation va être faite. Il va bien falloir construire, donc écraser, mettre plus encore de compétences dans la conception de ressources digitales, et la dispense va beaucoup se réduire. Beaucoup, mais pas totalement. Dans le cadre de la Digital Academy, on a voulu former tous les leaders du groupe. En France, ça fait 800 et dans le groupe, ça fait 1200, via des classes virtuelles.
pour les habituer à un mode de formation digitale. Donc, les classes virtuelles existent depuis 15 ans dans le groupe et le retour de ces formations par les leaders a été « c'est formidable cet outil, il faudra vraiment qu'on le développe dans le groupe ». Bon, c'était quand même bien signe que les outils n'étaient pas totalement maîtrisés au sein même du groupe. Mais voilà, on voit bien que cette transformation va avoir lieu. Pour nous, c'est une transformation très très lourde. Donc ça, c'est un premier aspect sur la suite, c'est-à-dire que les écoles métiers, elles ont commencé à réfléchir à la manière dont le digital impactait leur métier. Alors certaines sont très en avance, bien sûr. Hein. L'école des métiers techniques, ça fait un certain temps qu'elle fait plus qu'y réfléchir, mais d'autres, c'est un peu plus nouveau, comme l'école des RH, par exemple. Et puis, nous réfléchissons. Bon, d'abord, on va attendre quand même que tout le monde ait son passeport. Hein. On a encore un petit peu de travail à faire, mais pour la France, à mon avis, ils auront quasiment fini à la fin de l'année, avec presque un an d'avance. Mais non, nous réfléchissons à ce qui peut constituer à nouveau du socle commun. Mais on ne fera pas un passeport 2, hein, je pense que là, ça va fatiguer tout le monde. Mais du socle commun de contenu sur la question digitale à distribuer, à dispenser à tout le monde, toujours sous la forme de vidéo. Ça peut aller sur l'initiation au big data, la présentation de nos offres cloud. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Bien sûr, il y a le sujet de la sécurité, on en dira peut-être 2 mots, bon, sur lesquels on a encore besoin d'expliciter à tout le monde. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut que chacun entre dans cette démarche, soit via son école métier, soit via une démarche personnelle. Un des leviers que vous utilisez régulièrement, enfin que utilisent beaucoup d'organisations, c'est la ligne managériale. Donc, vous avez parlé du développement des leaders dans le cadre des programmes du talent pool. Orange a un programme de sélection et de développement des cadres assez important. C'est une de vos priorités et vous y accordez une forte attention. Vous disposez d'un référentiel de managérial. Quelles sont les conséquences en tout cas du digital, ou est-ce que vous avez commencé à réfléchir à intégrer cette dimension des impacts managériaux sur l'ensemble des processus RH, je pense sélection et développement? Alors, donc en effet, dans le 3e volet de notre programme Digital Insights, le sujet des modes de fonctionnement de l'entreprise est traité, et y compris d'ailleurs des outils et des processus à faire évoluer. Et on a fait le choix de prendre quelques pilotes sur des sujets on souhaiterait un peu accélérer. Voilà, on est déjà à fond, comme dirait l'autre, mais on souhaite accélérer. En tout cas, prendre de l'avance. Il y a évidemment le déploiement du télétravail. Il y a la manière dont les réseaux sociaux internes, enfin, donc le réseau social interne qu'on a créé, nous, il y a un peu plus de 3 ans, est plugué dans les processus opérationnels. On pourra en reparler. Et il y a bien sûr la question du management. Bon, objectivement, c'est la question qui sera la plus difficile. En tout cas, pour nous, moi j'ai la conviction, et c'est pour ça qu'il faut commencer tôt, que c'est le sujet qui sera le plus difficile. Parce que on est en France, mais pas seulement en France, dans un groupe, dans des habitudes de fonctionnement verticales, hiérarchiques, et les managers fonctionnent comme cela, et c'est normal, c'est ainsi que ça a été construit depuis plusieurs décennies, mais les collaborateurs aussi. Et donc l'évolution digitale vers le management digital va prendre du temps, et d'ailleurs ne doit pas être fait de manière brusque. Nous, on n'est pas une entreprise qui est née il y a 15 ans aux États-Unis, on est né il y a plus de 50 ans et en France. Voilà. Donc ça n'est pas pareil, et il faut prendre le temps de cette évolution, sous peine sinon de prendre des risques qu'on ne voudra jamais prendre. Mais donc on a créé en interne 2 think tanks, un avec des managers qui sont complètement dans un monde digital et un avec des managers qui sont dans un monde migrant, on va l'appeler comme ça, hein, et donc on les rassemble pour qu'ils discutent ensemble de la manière dont le digital impacte leur mode de management. Et si je devais dire juste une phrase là-dessus, moi, bon, j'ai assisté à 3 ou 4 réunions avec eux, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous allez me dire c'est une pirouette, mais le manager digital, au fond, c'est d'abord un manager, et le digital lui permet de revenir à l'essence du management. Ils sont tous d'accord sur la même chose. Le manager digital, c'est le coach,
c'est pas le chef. C'est celui qui donne le sens, la vision. C'est pas celui qui micromanage. C'est celui qui développe les collaborateurs, pas qui les sanctionne. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qu'on retrouve dans les modes de projet ou dans les modes de fonctionnement des cabinets de conseil, hein, d'une certaine manière, où au fond, on pousse les collaborateurs à leur développement. Et la deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est que le manager digital, il se pose des questions digitales très basiques en fait. C'est-à-dire que très vite, quand vous interviewez un manager digital, la question qu'il souhaite régler avec ses équipes, c'est l'utilisation du mail, hein, parce que c'est vraiment plus possible. Voilà, c'est systématiquement, on revient à ces dimensions au fond très basiques et avec l'idée qu'on ne peut pas être un manager digital si on ne maîtrise pas les outils digitaux et si on ne sait pas faire la part des choses entre le physique, le dialogue physique et le dialogue virtuel pour résumer les choses. Voilà, c'est au fond assez basique, mais ça prend beaucoup de temps. Hein, l'addiction au mail est telle que revenir là-dessus, ça prend énormément de temps. Voilà, et c'est ça que nous travaillons, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les quelques points sur lesquels on peut appuyer pour faire en sorte que nos managers soient plus coachs, donnent de la responsabilité aux collaborateurs, et en même temps permettre la maîtrise des outils. Je vais prendre juste 2 exemples pour être un peu concret. Quand vous êtes un conseiller SOCH, donc sur notre marque SOCH, notre sous-marque SOCH, c'est là sinon je pense que la marque, l'équipe de la marque Orange ne va pas être très contente si je dis ça. Au fond, vous avez besoin de répondre aux clients très très vite puisque vous êtes web conseiller, donc vous êtes en conseiller chat avec eux, voilà. Et dans notre modèle précédent, quand le client posait une question, que le conseiller ne savait pas répondre, il se tournait vers son soutien, qui se tournait vers le manager, qui appelait le vice-manager, bon, et in fine, la réponse arrivait. Voilà. Quand vous êtes dans la relation immédiate, ça n'est plus possible. Le client est déjà parti, ou pire, il a trouvé la réponse en surfant sur un forum. Bon. Donc, le mode de fonctionnement a évolué et le conseiller SOCH, s'il n'a pas la réponse, il interroge directement. Et demain, via le réseau social interne, il interrogera ses collègues, mais aujourd'hui, il peut interroger directement la direction métier, donc l'expert métier, pour avoir la réponse. On pourrait considérer que c'est un bypass du management. Bon, je pense que certains managers ont pu le considérer d'ailleurs. Mais c'est aussi une manière de lui redonner de la marge de manœuvre, de l'autonomie, de rendre évidemment un meilleur service au client et du coup de rendre le collaborateur plus satisfait. Voilà. Ben, c'est ces petites choses-là qui font que le manager accepte l'évolution de son rôle. Son rôle, c'est de ne pas nécessairement être derrière lui à tout instant et au collaborateur de prendre cette liberté pour que ça fonctionne mieux pour lui, mais surtout pour le client. Voilà. Et alors, la deuxième chose que je voudrais dire sur cette évolution forte qui est la maîtrise des outils, c'est que moi, je suis vraiment frappé par le fait que nous tous, là, dans notre vie quotidienne, on n'a vraiment aucune difficulté à segmenter nos usages. Je pense que quand vous décidez de contacter quelqu'un, vous ne vous trompez pas entre lui proposer un rendez-vous à l'Open Mind Café, lui envoyer un SMS, lui téléphoner sur sa ligne fixe à domicile, sur son téléphone portable, le contacter sur un réseau social. Bon. Cette même personne que nous sommes, quand nous entrons dans l'entreprise, on focalise 90% de nos contacts sur le mail et la réunion. Voilà. Bon, c'est pas satisfaisant, mais c'est très étonnant que ce soit les mêmes personnes qui aient une utilisation très mûre des outils de communication dans leur vie personnelle et plutôt archaïque dans la vie professionnelle. Voilà. Et il faut qu'on arrive à travailler là-dessus pour rendre les entreprises plus efficaces et aussi pour reprendre du pouvoir sur les outils et avoir une communication performante. Ce que vous avez mis en œuvre chez Orange, de quelle façon avez-vous associé les partenaires sociaux? On les a informés. Non, les partenaires sociaux ont demandé à être, on leur a expliqué qu'on allait lancer cette démarche, ils n'ont pas spécialement réagi et depuis mars, ils ont demandé à être, je suis déjà passé 3 fois en comité central, voilà. Mais la question elle est un peu sur la formation, ils considèrent que la formation digitale n'est pas une formation mais une information, ça nécessite un petit dialogue donc
et que ça ne devrait pas être intégré dans le plan de formation, pas comptabilisé dans les heures de formation, etc., etc. Donc il y a un petit enjeu quand même pour nous aussi. Mais le débat porte quand même de manière plus large sur est-ce que le digital c'est le contraire de l'humain, est-ce que vous allez effacer le temps de travail, est-ce que vie privée, vie professionnelle, cette porosité, vous allez lutter contre ou au contraire l'accompagner. Voilà, donc des sujets beaucoup plus structurants. Évidemment, il faudra discuter avec les organisations syndicales. Parce qu'on retrouve ces thèmes qui sont abordés dans d'autres organisations, et notamment la gestion du temps de travail, la part vie professionnelle et vie privée. Vous êtes une entreprise des télécoms. On pourrait imaginer que c'est facile finalement en interne de déployer de tels programmes ou de l'aborder sous l'angle culturel. En quoi la spécificité de votre métier vous a facilité le déploiement du programme et quelles ont été peut-être les mauvaises surprises par rapport à ce que vous aviez imaginé au départ? Ce qui sans doute est plus facile pour nous, c'est que nous n'avons pas besoin de convaincre les dirigeants du caractère inéluctable de cette transformation digitale. Il y a des secteurs d'activité où c'est un peu plus compliqué. Voilà, on peut même considérer que la relation client est marginalement digitale dans certains secteurs d'activité haut de gamme. Voilà. Nous avons des dirigeants au sens large qui sont évidemment convaincus, et heureusement parce que c'est quand même notre métier, que c'est inéluctable. Donc du coup ça, c'est une force importante. Deuxièmement, c'est quand même assez ancré dans l'entreprise. Donc lorsqu'on dit qu'on va parler du digital et qu'on va se former au digital, il y a disons un premier regard très positif sur le sujet. Bien sûr, il y a toujours la course à l'échalote, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux. Bon, alors ça peut être déceptif quand on arrive avec un programme socle commun, parce qu'il y en a qui ont le sentiment que vraiment, ils n'ont rien à apprendre dans cette affaire, voilà, sauf la vidéo du président, bien sûr, mais ils considèrent que le reste, bon, ils savaient déjà tout. Bon. C'est ça aussi, évidemment, l'inconvénient d'être dans une entreprise dans le monde des télécoms. Mais quand même, il y a un appétit général de l'entreprise et des collaborateurs à être formés sur ces questions parce que c'est notre métier. Voilà. Donc ça, c'est clair que pour les ressources humaines au sens propre du terme, donc pour les hommes et les femmes du groupe, c'est une force quand on est dans le secteur des télécoms parce que c'est le métier et qu'ils veulent y aller. Moi, je pense qu'en revanche, les difficultés qu'on rencontre, elles sont plutôt d'ordre technique et sécurité. C'est une montagne, en réalité c'est une montagne d'investissement dans un cas pour être capable d'avoir un réseau intégré et donc d'offrir la même expérience à tous les collaborateurs du groupe. C'est assez difficile. Vous savez, on est en Irak par exemple, donc expliquer en Irak actuellement qu'on va déployer la Digital Academy, quand les djihadistes sont à 80 km du siège, c'est pas évident. Et on est dans une vingtaine de pays d'Afrique où, bien qu'il y ait maintenant un câble, ACE, on n'a malheureusement pas tiré des fils juste partout. Voilà. Donc ça reste une difficulté. Et puis l'autre sujet qui est objectivement extrêmement lourd, c'est le sujet de la sécurité. Bon, moi je ne suis pas expert en sécurité, je constate simplement qu'il faut qu'on soit extrêmement précautionneux de ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est contradictoire avec le message d'ouverture, de mobilité surtout. Hein. Et là je fais d'ailleurs une distinction, hein, pardon de le faire, entre le modèle iPhone et le modèle Android, parce qu'évidemment un modèle ouvert ça a beaucoup d'avantages, mais en termes sécuritaires ça pose des questions très importantes. Et quand on a l'ambition de déployer, on a l'ambition de déployer pas simplement sur un PC. On veut déployer sur les tablettes, on veut déployer sur l'iPhone, enfin sur les smartphones. Voilà. Et donc aujourd'hui, malheureusement, sur la question du mobile, pour des raisons de sécurité et de connexion à nos outils internes, puisqu'on veut faire des quiz, on veut suivre
le taux de passeport, donc il faut le connecter à l'annuaire interne, c'est obligatoire. Donc si vous le connectez à l'annuaire interne, une attaque peut entrer dans l'annuaire interne. Voilà. Donc évidemment, on est très très vigilant sur ces questions-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je n'ai la Digital Academy par exemple que sur l'iPhone. Je ne peux pas l'avoir sur Android. Bientôt, mais pas maintenant. Peut-être poser une question sur l'utilisation de Plaza, qui est un réseau social donc, de tous les collaborateurs d'Orange et dont on a parlé ici à l'Electro, et la Digital Academy. Quelles ont été les réactions des différentes communautés? Parce que pour rappeler un peu Plaza, avec le nombre de communautés de personnes qui suivent ça, c'est un très bon indicateur probablement pour percevoir l'adhésion, les réactions, puisqu'il y a quand même beaucoup de dialogue et de propos et d'échanges sur tous les sujets d'Orange et de l'actualité. Donc comment ça s'est concrétisé, matérialisé sur Plaza? Sur Plaza, on a eu des réactions dans les différentes communautés, mais on a surtout un chat sur la Digital Academy en fait, hein, où les gens viennent poser leurs questions, viennent réagir, viennent challenger ce qui a été mis, proposent des nouvelles vidéos. Bon, donc après il faut gérer l'abondance, mais c'est toujours plus facile. Et c'est d'abord là qu'est le premier lieu au fond de pouls, hein, qui nous permet de tester si le dispositif fonctionne. C'est d'ailleurs extrêmement utile de l'avoir exactement sur la page d'accueil de la Digital Academy, d'avoir le chat parce qu'en temps réel, vous avez la réaction des collaborateurs sur des dysfonctionnements. Enfin, on est vraiment dans le monde digital, hein, on est dans l'appli qu'on essaye de faire évoluer presque en temps réel, mais aussi sur la satisfaction. Sur Plaza, nous sommes en train, on n'a pas voulu tout de suite faire le lien immédiat officiel, on va dire, et nous allons lancer la semaine prochaine une Digital Community. Donc on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait lancer ou non une Digital Community, parce qu'au fond, toutes les communautés du réseau Plaza sont des communautés digitales, donc il fallait lui trouver un espace qui soit en lien avec les communautés existantes, pas trop redondant, mais qui apporte de la valeur ajoutée. Donc on va créer cette communauté par agrégation des différentes communautés qui portent plus particulièrement sur la question digitale, sans en faire une communication ubi et orbi, juste par bouche à oreille. Voilà, simplement cette communauté a la vocation à couvrir tous les collaborateurs du groupe, donc elle est un peu lourde en gestion si tout le monde y adhérait. Moi, mon combat sur Plaza, qui est donc là, on est dedans, hein, mais qui est plutôt dans la partie, une fois qu'on a formé, changeons nos modes de fonctionnement, parce que c'est bien de former, mais si on change ni nos outils ni nos process, ça ne sert à rien, et le contraire est d'ailleurs vrai aussi, on le voit bien tous les jours. Mon combat sur Plaza, c'est qu'aujourd'hui, ce soit un outil qui soit utilisé dans les processus opérationnels. J'évoquais Soch, mais si vous voulez, aujourd'hui, quand vous avez des techniciens d'intervention qui interviennent chez vous, par exemple, pour poser la fibre, pour ceux qui ont la chance d'avoir un immeuble raccordé, par nos soins ou par nos concurrents, eh bien, mais ça m'étonnerait, eh bien, en fait, ce technicien d'intervention, aujourd'hui, il a une tablette. Et pour échanger avec les autres techniciens d'intervention, moi je reste convaincu que la meilleure chose, c'est qu'il soit sur le réseau social interne pour échanger ses cas clients et avoir rapidement un retour sur ce que son collègue a forcément déjà vécu, hein, parce que ce n'est pas non plus de la physique nucléaire, donc d'une part, et d'autre part, historiser ces cas pour que plus vite on puisse répondre aux clients. Voilà. Cette capacité à intégrer le réseau social dans le processus opérationnel, elle est, de mon point de vue, fondamentale pour la nouvelle étape d'un réseau social interne, voilà, qui doit vraiment être dans le business. Je vois dans la salle quelques personnes issues de la génération Y. Je crois que vous l'avez abordé au début de notre échange. Comment vous avez fait en fait pour optimiser ces différences d'approche vis-à-vis des outils, ces différences d'agilité? Je crois que vous avez utilisé le reverse mentoring comme l'a fait Danone également. Oui, d'ailleurs l'expérience de Danone est très intéressante, hein, et nous a beaucoup inspiré. Donc on a utilisé le reverse mentoring à plusieurs niveaux. Bon, d'abord dans le déploiement de la Digital Academy, je ne vous l'ai pas dit, mais bien que le monde digital soit un monde horizontal, il a quand même parfois un peu besoin d'exemplarité. Donc nous avons commencé le déploiement par les membres du comité exécutif qui ont bénéficié de rendez-vous ad hoc. On ne leur a pas demandé de voir les 20 vidéos,
d'autant que pour certaines, c'est eux qui sont en scène, donc c'est pas indispensable. Mais en revanche, on leur a proposé des rendez-vous digitaux, entre 30 minutes et 1 heure, sur une série de thématiques à la carte pour les former à ces sujets-là. Et ces rendez-vous digitaux ont été faits via du reverse mentoring, c'est-à-dire ce sont des jeunes du groupe, spécialistes, par exemple des réseaux sociaux asiatiques, qui sont venus former les membres du COMEX. Deuxièmement, on a conduit une série d'ateliers digitaux auprès des collaborateurs, bon, sur les réseaux sociaux classiques, sur le réseau social interne, sur nos outils digitaux existants dans le groupe. Et ces ateliers digitaux qui sont là pour faire de l'appropriation ont aussi été conduits par les nouveaux entrants, enfin en tout cas ceux qui sont là depuis moins de 5 ans et au moins de 30 ans. Et donc, sous la forme d'un reverse mentoring one to many, puisque c'était plutôt avec une dizaine de personnes en face. Voilà, c'est notre façon de les embarquer. Mais nous n'avons pas été révolutionnaires, ni d'ailleurs très avant-gardistes, parce qu'au fond, c'est déjà ce qui se passe sur le terrain depuis un certain temps. C'est-à-dire que quand un directeur opérationnel veut traiter la question de Twitter dans ses équipes, en général, il attrape le dernier arrivé et il lui dit « Bon, toi qui es sur Twitter, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. » Et ils font l'atelier comme ça. Voilà. Donc, les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants du groupe ont très souvent été embarqués dans ce type d'atelier et ont donc pu voilà, apporter leur connaissance. Ça ne peut pas être que ça. Voilà. Il ne faut pas les limiter à cet aspect-là. Je pense qu'il y a évidemment un sujet sur la façon de travailler, sur la liberté au travail, sur le fait que la vie professionnelle, la vie privée est dans la vie professionnelle. Voilà, on va sur Facebook, on va acheter ses billets SNCF pendant son temps de travail et réciproquement. Et cette capacité à gérer les deux en ayant des résultats sur les deux, en ne négligeant ni l'un ni l'autre, elle est quand même intrinsèque à ce nouveau mode, à cette nouvelle génération. Et donc, on regarde ça d'assez près et on va ouvrir un espace du côté de Bonnes Nouvelles. On va mettre des équipes du groupe mixtes en termes de projets et de génération qui sont sur des projets du groupe digitaux et qui vont être dans un environnement proche de celui d'un incubateur, mais il est essentiellement interne, pour justement regarder, avec des chercheurs du groupe, regarder comment cette mayonnaise peut prendre, parce qu'on voit bien qu'elle prend dans des incubateurs, mais dans un grand groupe comme le nôtre, grand par la taille, on a un peu de mal à voir la scalabilité en fait. On a un peu de mal à voir comment est-ce qu'on arrive à passer de 50 à 160 000. Quoi. Voilà. Bon. Donc on veut l'étudier pour bien comprendre comment ce mode de fonctionnement peut se déployer. Enfin, de notre côté, chez BPI, on travaille, on mixe beaucoup les équipes, les compétences et les éléments de la diversité. Et c'est toujours, on a toujours de bonnes surprises sur la qualité de la collaboration qu'on peut générer à travers les outils digitaux et les croyances qu'on pouvait avoir peuvent tomber en situation. Penser que pour un senior c'est beaucoup plus difficile d'accéder à l'information, d'utiliser, de surfer et de livrer, c'est l'une des fausses. Et quand ils ne sont pas seuls, quand ils sont accompagnés dans un environnement, par exemple comme celui-ci, c'est vraiment pas un problème. Alors je vois que l'heure tourne. J'aurais peut-être pour conclure, j'aurais 2 questions à vous poser avant de passer aux questions de la salle. Fort de cette première expérience de déploiement qui ne fait que poser les bases, quelle serait votre nouvelle ambition dans le déploiement du digital? Et une deuxième question, beaucoup plus peut-être plus pragmatique, quelles seraient vos recommandations compte tenu de ce que vous avez vécu pour entrer dans une telle démarche pour une entreprise qui débute sur ces sujets-là? Peut-être d'abord quand même un mot sur les seniors. Enfin les seniors. Bon. Moi je pense qu'il y a 2 écueils à éviter. L'angélisme, tout le monde peut aller dans le digital, il n'y a pas de différence entre les générations, et l'ostracisme. C'est quand même très compliqué quand on est âgé d'aller dans le monde digital.
Ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Mais force est de constater, et c'est ce que vous venez de dire, qu'il faut quand même accompagner ceux qui ne sont pas digital natifs. Je crois que c'est Joël de Ronet qui dit on a tous le même âge digital. C'est vrai, mais quand on l'a à 25 ans, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'à 55. Voilà. Et donc, oui, nous constatons que les personnes de plus de 50 ans sont plutôt à l'aise, mais il faut les accompagner, et c'est normal, comme toute transformation, de la même manière que quand on a fait arriver le PC dans l'entreprise, il a fallu accompagner. Le passage de la machine à écrire à l'ordinateur, c'est quand même pas aussi inné que ça. Voilà. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on tombe dans un discours ni d'angélisme, ni d'ostracisme. Notre prochaine étape, moi je pense que nous sommes en train de réussir la partie de sensibilisation, ce n'était pas le plus difficile, et de formation, c'était déjà un peu plus compliqué. La prochaine, qui est en fait la vraie étape, qui est l'étape de vérité, c'est est-ce que nous arrivons à changer nos modes de fonctionnement? Est-ce que nous arrivons à avoir intégré le fonctionnement digital dans nos processus, à l'avoir mixé avec ce qui reste physique et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Ça pose des questions lourdes d'équipement en smartphone, mais d'équipement en réseau aussi, en infrastructure. Donc ça pose des questions d'investissement, pour faire les choses clairement. Et puis, juste après, mais comme c'est plus long à délivrer, il faut avoir commencé dès maintenant, c'est l'évolution du mode managérial. Voilà. Et là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas dire si ce que l'on dit sur le mode de management digital est déployable à une échelle qui est multi-pays sur des tailles de grands groupes. L'équilibre entre le vertical et l'horizontal, il n'est pas calé, et donc on va le construire progressivement. Sur la question de mes recommandations, en tout cas pour ce que nous on a vu de ce qui est indispensable pour que ça fonctionne, il y a, je l'ai dit d'abord, le sujet de la gouvernance. Je sais, c'est bateau, c'est ce qu'on met à la fin normalement quand on est un bon consultant, c'est dans les facteurs clés de succès, la gouvernance. Bon, tout le monde rigole, mais malheureusement c'est tellement drôle qu'on n'y arrive pas en général. Donc c'est inimaginable. Alors nous sommes un groupe quand même très structuré, relativement hiérarchique, nous avons été une administration, donc c'est très important que le chef dise qu'il pense que c'est important. Voilà, c'est très très important. Stéphane Richard a récemment dit, dans le cadre de ce que nous appelons une VIF, c'est-à-dire il s'exprime par canal vidéo en direct avec tous les collaborateurs du groupe, qu'il souhaitait qu'ils aient obtenu leur passeport d'ici la fin de l'année. Il a un peu anticipé l'ambition. Ça aura un impact. C'est-à-dire que depuis qu'il a dit ça, nous sommes passés de 300 passeports par jour à 500. Bon, voilà. Donc, on peut dire ce qu'on veut. L'exemplarité et la gouvernance, même dans le monde digital, c'est absolument fondamental. La deuxième chose, en tout cas pour un groupe de grande taille comme le nôtre, c'est que ça doit être, pour moi, l'expérience par exemple de la Digital Academy, ça doit être une manière de tester un mode de fonctionnement digital. Ça veut dire qu'on accepte de lancer quelque chose qui n'est pas prêt, qui peut être corrigé, et c'est extrêmement douloureux à faire accepter aux équipes, enfin, moi je trouve. Mais on doit le vivre comme un process de lancement digital où on associe évidemment beaucoup les clients internes, donc les collaborateurs, pour tester et apprendre, tester et apprendre. Parce que si on veut faire du digital avec les anciennes méthodes, d'abord ça va être très long, et bon, ensuite on n'aura quand même pas appris grand-chose. Et puis je pense que troisièmement, mais ça c'est assez classique, il y a toujours beaucoup d'initiatives, donc il faut toujours s'appuyer sur ce qui existe, les faire remonter, les mettre en visibilité pour qu'il y ait le plus de nombre de personnes qui en parlent. Et je pense qu'il faut récompenser. Voilà. Le passeport digital, si vous veniez dans les locaux du groupe, vous verrez que les murs ont fleuri de passeports digitaux. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est vrai que reconnaître la formation d'un collaborateur, c'est toujours important. Et voilà, donc il ne faut pas négliger le fait que quelqu'un qui a fait un effort, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le temps de formation, si vous faites que les quiz, c'est 20 minutes. Si vous faites tout à fond, enfin à fond, mais en regardant, pas en accéléré, c'est 2 heures. Voilà, donc et en général, c'est par bloc de 3 minutes.
Donc c'est quand même un peu de temps qui est pris sur le temps de travail, mais ça peut être sur le temps personnel, ça se récompense. Voilà. Et donc il faut récompenser, sinon on désespère un peu Billancourt. Donc merci beaucoup pour avoir répondu à ces deux questions qui clôturent notre échange. Donc je retiens l'exemplarité, la gouvernance et la reconnaissance étant un des éléments qui porte le digital, puisque le digital nous permet d'être visible et d'être reconnu dans nos organisations et également dans l'ensemble de nos réseaux. Donc je vous dis à très bientôt et on passe maintenant aux questions de la salle. Merci.